Du coup, vu que mon sauveur, Sylvain, est, est arrivé, je refais un tout petit point. Donc, on est sur le sujet de la taxe de séjour qui a été revu en 2022 et effectif pour 2023. Donc, l'objet du jour est d'expliquer un petit peu à quoi elle sert, surtout comment est-ce qu'elle est collectée. C'est là où, sur les 4 communautés de communes, ça va différer un petit peu au niveau des calendriers. C'est pas forcément toujours les mêmes. Certains la récoltent 2 fois, d'autres une seule fois. Donc ça, Sylvain, Lydie vont pouvoir après. Pardon, je sais que j'ai Monsieur Lambert qui me dit de l'accepter, mais vous êtes déjà dans le. Enfin, voilà. Du coup, Sylvain, Lydie et Sandrine, quand elle sera arrivée, expliqueront un petit peu pour chaque communauté de communes comment est-ce que ça se passe. Et puis après, on pourra avoir des questions si besoin. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Sylvain et je vais surtout partager là. Hop, hop, hop. C'est pas ça. Hop. Est-ce que du coup, tout le monde voit bien? Mhm. Hop, parfait. Ça, je vais le lever. Hop. Alors, du coup, comme Sandrine n'est pas encore arrivée, du coup, Sylvain, est-ce que ça sera un petit peu moins dynamique que ce qu'on avait vu, mais peut-être que Sandrine arrivera entre-temps. Mais du coup, Sylvain, si jamais, est-ce que tu peux éventuellement nous faire l'ensemble du document? Eh ben, oui, on va essayer. Ouais, désolé. Du Euh, coup, on s'excuse d'avance si c'est un petit peu moins fluide, entre guillemets, que ça devait l'être, parce que voilà, Sylvain n'était pas censé faire la... Ah, Sandrine arrive à chaque fois. C'est parfait. C'est parfait. Très bien. déjà, je suis désolé, visiblement, le son fonctionne, par contre, la vidéo fonctionne pas de mon côté, mais bon, on va y arriver. Tant qu'on t'entend, c'est déjà ça. Ouais. Bon, très bien. Euh, Du coup, oui, ce qu'on avait prévu, c'est représenter un petit peu la taxe de séjour. Donc, on va commencer un petit peu par des généralités. Et puis, après, qu'on se laisse un temps de questions-réponses, si vous avez des questions un peu plus précises. Donc, sur la taxe de séjour, là, ce qu'on vous projette comme document, en fait, c'est le guide pratique qui a été fait par Thierry Montagne. On a chacun des manières, un petit guide un peu personnel, mais on a trouvé que c'était peut-être celui qui rassemblait le plus d'informations. Donc, voilà, du coup, on a rajouté chaque communauté de communes les informations qui nous étaient propres pour que ça soit un guide qui soit utilisable par tous à l'échelle du Libre Forez. Donc, le premier point, c'est voilà, qu'est-ce que la taxe de séjour? Donc, c'est juste un rappel également, hein, mais c'est bien une taxe qui est payée par les clients, qui viennent en séjour sur le Livre Forez. Donc, en plus du coût de l'hébergement, il y a une taxe de séjour qui s'applique. Donc, sur le territoire et dans la majorité des territoires en France, c'est des taxes qui sont au réel, c'est-à-dire que c'est les clients qui vont payer réellement en fonction des nuitées qui vont passer et ensuite l'hébergeur la collecte et il faudra la reverser. Ensuite, il faut la reverser aux collectivités. Il y a un autre système de taxe de séjour qui s'appelle forfaitaire, où en fait, là, c'est un forfait qui est calculé selon la capacité de l'hébergement et, la collectivité demande à l'hébergeur de verser un forfait chaque année. Donc, il y a beaucoup de territoires qui ne choisissent pas ce forfait puisque ce système forfaitaire, ça ressemble fortement à un impôt pour les hébergeurs. Donc là, l'idée vraiment de la taxe de séjour au réel, c'est bien que ça soit appliqué aux clients en fonction de ce qui, vraiment du séjour qu'ils ont, du nombre de nuitées, etc. Donc le principe de la taxe de séjour, en fait, c'est pour
Donc, pourquoi est-ce que c'est instauré? Donc, c'est une possibilité pour les collectivités de le mettre en place. C'est facultatif, hein. Les collectivités n'ont pas l'obligation de le mettre en place. Mais c'est vrai que ça s'est un peu installé dans le paysage français, en tout cas. Je pense que tout à chacun, quand vous allez en vacances, en général, il y a une taxe de séjour qui s'applique. En tout cas, dans les secteurs les plus touristiques, c'est systématique, quoi. Le principe, en fait, c'est que le touriste ou le visiteur qui va venir en place, il va utiliser des services touristiques dont un bon nombre sont gratuits, hein. Donc, on pense aux offices de tourisme, on pense à certaines animations qu'il va y avoir sur place, on pense aux sentiers de randonnée, etc., etc. Et symboliquement, en fait, on le fait participer sur ces services publics qui sont à sa disposition. Donc, la particularité pour cette taxe, du coup, c'est que les collectivités la reçoivent via les hébergeurs et obligatoirement, ils doivent l'affecter en fait alors exactement, oui, c'est à l'attractivité du territoire, voilà, la politique touristique, culturelle, c'est quand même assez large, mais en tout cas, c'est une des rares taxes qui doit être fléchée, on va dire, par les collectivités, même si c'est de manière un peu fictive. Donc là, j'en suis au petit 3. Donc, qui la paie? Donc, c'est tous les visiteurs, touristes hébergés à titre onéreux. Avant, il existait pas mal d'exonérations. Maintenant, depuis quelques années, là, ça a été simplifié. Donc, c'est essentiellement les personnes mineures, hein, qui ne payent pas, donc moins de 18 ans, qui ne payent pas la taxe. Et il y a quelques cas particuliers, donc c'est les hébergements d'urgence et si des personnes sont en contrat de travail saisonnier. Ce qui veut dire que tous les autres adultes le payent, quel que soit en fait le motif du séjour. Des fois, c'est des questions qu'on nous pose. Ça, c'est oui, mais j'ai des ouvriers qui sont là pendant 2 semaines ou ça constitue un motif de séjour dans un hébergement marchand, donc il y a une taxe de séjour qui s'applique. Voilà sur la première page. Je ne sais pas si Sandrine est arrivée du coup. Oui, oui, oui. Ouais, je te laisse. Désolée, quelques soucis techniques liés à Zoom d'ailleurs. Mais bon, pas de souci, je prends le relais. En tant qu'hébergeur, du coup, vous avez quelques obligations, euh, notamment d'afficher les tarifs de la taxe de séjour. Donc, pour ça, normalement, les communautés de communes peuvent vous fournir des affiches ou au moins une copie de la délibération actant la taxe de séjour. Vous devez aussi la faire apparaître sur votre facture, voilà, de manière distincte, normalement, de vos prestations. Et vous devez encaisser la taxe de séjour, sauf si vous passez par des opérateurs numériques. Je pense que c'est le cas de plus en plus de personnes qui passent par les opérateurs numériques. Dans ce cas-là, c'est aux opérateurs numériques de la collecter et de nous la reverser. Et, et ensuite, vous devez aussi tenir un registre avec les dates d'arrivée. Enfin, on verra par la suite quel est le contenu de ce registre. Et vous devez la reverser chaque année aux communautés de communes, soit une fois par an, soit 2 fois par an, en fonction de ce que vous demandent vos communautés de communes respectives. C'est là Voilà. où il y a d'ailleurs une petite, en effet, différence, on va dire, entre chaque communauté de communes. Donc là, du coup, Sandrine, je vous laisse faire pour Tir-d'Or-Montagne. Sylvain reprendra pour Billon-le-Zoux. Lydie pour Entre-d'Or et Allier. Et puis, du coup, je ferai pour Billon-le-Zoux. Donc, sur Tir-d'Or et Montagne, on demande de la reverser 2 fois par an. Donc, une fois en septembre, juste à la fin de l'été, et une fois en janvier pour clore en fait l'année. Voilà. Donc, le versement après se fait directement auprès de la trésorerie de Thiers.
Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Tiers d'Or et Montagne, donc on a un système avec une petite plateforme. Chaque hébergeur dispose d'un code et va directement en fait enregistrer ses séjours sur la plateforme. Et à l'issue de chaque période, il reçoit un état récapitulatif. Du coup, ça lui permet d'aller régler avec cet état récapitulatif. Voilà. Alors, je continue donc sur Amber Livradois-Forez. Donc nous, la collecte, elle est faite une fois par an. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'on attend la fin des vacances de Noël et tout de suite après, dans la semaine qui suit, il y a un mail qui est envoyé aux hébergeurs et qui demande d'avoir une déclaration avant le 15 février. Depuis, ça doit être la 3e année, il me semble, on a mis en place un formulaire en ligne. Voilà, il suffit d'aller sur le site Amber Livradois-Forez, de remplir en fait un formulaire qui ressemble aux anciens états déclaratifs en fait, voilà, où l'hébergeur simplement donne ses coordonnées, dit qu'il a récolté tant, éventuellement s'il y a un organisme extérieur, etc. Et il a la possibilité de payer en ligne également, quoi. Ou d'envoyer le règlement plus tard. Pour Beyond Communauté, sur le principe, ça a l'air d'être à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est une fois par an, à la fin de l'année également, du moins renvoyé avant le 31 janvier. Et puis après, il y a un titre qui est édité pour la trésorerie et comme ça a été dit avant, pour ceux qui passent par des plateformes, il y a un bordereau qui est envoyé par semestre à la communauté de communes, du coup. Pour la communauté de communes Entre-Deux-Réalier, c'est également une fois par an. Donc, Entre-Deux-Réalier, c'est les communes autour de Lezoux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à la mi-décembre, on envoie un courrier à tous les prestataires touristiques pour que ceux-ci aient tous les documents qui leur permettent d'effectuer la collecte qui démarre au 1er janvier de l'année suivante. Donc, ce courrier comprend une note d'information sur les modalités de perception qu'il faut afficher dans l'établissement, le registre du logeur détaillé à compléter pendant l'année avec l'état récapitulatif qu'il faudra adresser au trésor public, y compris si aucune taxe de séjour n'a été collectée. Et une fois l'année terminée, le prestataire doit retourner ses documents et avant le 15 janvier de l'année suivante. Donc, j'enchaîne Oui, sur le registre du logeur. Donc ça, je pense que c'est un document que vous connaissez, mais voilà, normalement, vous devez avoir un tableau qui détaille en fait les dates d'arrivée, les dates de départ, le nombre de personnes, etc. Là, voilà. Donc c'est alors ça dépend un peu des hébergeurs, hein, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont aussi des logiciels professionnels. Il y en a qui ont un peu leur type de suivi, etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines communautés de communes le demandent lors de la déclaration. Et en tout cas, toutes les communautés de communes sont susceptibles de le demander s'ils veulent avoir des précisions et voilà, éventuellement faire du contrôle, avoir un détail en fait de la somme que vous avez versée. Qu'est-ce qui se passe justement si j'ai pas déclaré ou je verse pas? Il y a des procédures qui ont été mises en place, alors qui peuvent être un peu compliquées, mais en tout cas ça existe. Donc il y a des amendes en fait qui sont prévues. Donc théoriquement les amendes, c'est même à partir du 1er jour où on a dépassé la date limite pour faire la déclaration. Et en fait, il y a tout type d'amende en fonction de si on n'a pas perçu la taxe de séjour, si on n'a pas fait la déclaration, si la déclaration est fausse, etc. En général, j'ai envie de dire, c'est quand même assez difficile à mettre en place. Nous, à Amber, on en a déjà mis en place une. Voilà, c'était assez, on va dire, très rare et exceptionnel, heureusement. Après, ce qui se passe quand même plus régulièrement, par contre, c'est que
Alors des fois, c'est pas forcément de la mauvaise foi des hébergeurs, mais je prends un exemple. Par exemple, ceux qui sont en Hollande, par exemple, les Hollandais, souvent, il y en a qui rentrent l'hiver chez eux et du coup, ben, ils reviennent au printemps et ils n'ont pas fait la déclaration. Du coup, ils sont en retard. Ce qui arrive régulièrement, ben, c'est que nous, les communautés de communes, on fait des relances et ce qui arrive aussi, c'est que on peut aller jusqu'à la taxation d'office. Donc la taxation d'office, on va estimer en fait en fonction de la capacité de l'hébergement une fréquentation. Donc on va s'appuyer sur des moyennes régionales ou voilà, enfin les derniers chiffres qu'on trouve. Et du coup, ben, on va estimer le montant de la taxe de séjour. Et après, ben, on va demander à l'hébergeur de verser cette somme. Nous aussi, enfin, sur Ambert, on a déjà appliqué. Alors après, faut savoir que quand la déclaration est faite, on est tous des collectivités publiques. Donc, le recouvrement, c'est le Trésor public qui l'assure. Donc voilà, si vous avez une somme à payer et que après, ben, c'est le Trésor public qui va être chargé des relances, etc., qui peut aller jusqu'à l'huissier s'il y a des difficultés. Voilà. Mais bon, on va dire une très très grande majorité, ça va pas jusque-là, heureusement. Mais voilà, il peut y avoir quelques difficultés, des fois diverses et variées. Ensuite, on doit arriver sur la question des tarifs. Donc ça, c'est les tarifs donc, qui sont appliqués en 2023. Donc, il y a eu une augmentation assez conséquente par rapport à ces tarifs de taxes de séjour. La raison est la suivante, en fait, c'est que du coup, on a fait un petit travail déjà pour constater que entre les 4 communautés de communes qui étaient sur le livre Adois-Forez, on n'avait pas les mêmes tarifs. Donc, on s'est dit que c'était un petit peu bête, notamment pour les hébergeurs qui peuvent être un peu sur les territoires limitrophes. Voilà, entre avoir un hébergement, par exemple à Oliergues et à Courpierre, on n'avait pas les mêmes tarifs, etc. Et on a fait un petit travail aussi par rapport aux territoires voisins, donc à la fois Clermont, le Sancy, Vichy, Le Puy, et Loire-Forez aussi, qui est un territoire avec lequel on travaille un petit peu. Et tout le monde avait des tarifs plus élevés. Donc voilà, on a essayé finalement de se mettre un petit peu à niveau, partant aussi du fait que, comme j'ai dit au départ, il y a des services publics qui sont derrière. On considère aussi que le service, notamment notre office de tourisme, a un niveau de service qui est assez conséquent. Et du coup, on a choisi, enfin, les élus ont choisi d'appliquer une augmentation de tarifs. Après, on a aussi, comme j'ai dit au tout début, c'est une taxe qui est payée par les clients. Donc, finalement, c'est le client qui subit, on va dire, cette augmentation. Je pense que tout le monde peut constater aussi que, quel que soit le montant de la taxe de séjour, les clients, en fait, ne choisissent pas non plus leur destination en fonction de ça et que c'est d'autres critères qui viennent s'appliquer. Voilà. Et après, je crois que les plateformes, ça doit être Sandrine qui était experte. Je donne la parole à Sandrine. Oui, sur les plateformes de vente en ligne, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, toutes les plateformes de vente en ligne ont l'obligation de collecter la taxe de séjour. Donc, quand on parle de plateforme de vente en ligne, on parle de Airbnb, Booking, Britel, mais on en voit aussi tout un tas de nouvelles apparaître. Dernièrement, là, j'ai eu Gringo. Donc voilà. En fait, normalement, quand un séjour est vendu en ligne, la plateforme doit collecter la taxe de séjour. Donc ça a été mis en place relativement récemment puisque c'est depuis l'été 2019. Ça a demandé quand même un petit peu d'adaptation de la part
des opérateurs numériques, puisque le législateur a pris, quand il a pris sa décision, les opérateurs numériques ont été mis un peu face à une date, face à une date limite de mise en place, et ils ont eu quand même beaucoup de difficultés pour les mettre en place, pour adapter leurs outils de réservation. Donc, il leur a fallu quelques années. Maintenant, la plupart fonctionnent à peu près bien. Donc, ce qu'on avait pu constater, c'est que, par exemple, certains avaient soumis les enfants à la taxe de séjour. Je pense que, notamment Airbnb, je pense que maintenant c'est réglé. Certains ont encore du mal à appliquer. Je pense que là où on retrouve le plus d'erreurs, c'est par rapport aux hébergements non classés et à l'application des pourcentages du 3%, justement par rapport au coût du séjour. Donc là, on observe de temps en temps des variations euh, qui peuvent être pas négligeables. Et dans ce cas-là, en fait, la collectivité, en fait, n'y est pour rien. En fait, la collectivité, elle prend la décision, elle met sa délibération sur une plateforme et, en fait, tous les opérateurs numériques sont connectés avec cette plateforme et savent sur commune par commune quel tarif appliquer. Donc, en fait, la seule alternative est pour le client, c'est au client de se retourner vers son opérateur. Si vous-même vous constatez, par exemple, des écarts, vous pouvez évidemment le signaler au client, mais c'est au client de faire la démarche et de se retourner vers l'opérateur pour lui réclamer le différentiel. Alors, bon, c'est parfois regrettable. En plus, c'est souvent des petites sommes, mais c'est vrai que en tant que euh, tous, on peut être amené à être client et c'est franchement pas très agréable de se faire prélever comme ça toujours 1 ou 2 € en plus. Donc, je pense qu'il faut quand même faire l'effort de faire cette démarche. Euh, donc, le principe, c'est que les communautés de communes, en fait, délibèrent avant le 1er juillet pour une application en année N+1. Voilà. Donc là, par exemple, les tarifs qui sont applicables à compter du 1er juillet 2023 ont été délibérés avant le 1er juillet 2022. Ce qui laisse le temps, en fait, à la collectivité d'informer les hébergeurs et ensuite les hébergeurs de pouvoir modifier le tarif. Voilà. Donc, bon, je lis les questions, je pense en avoir. Et quand est-ce que les opérateurs payent-ils? Voilà. Donc, ils payent 2 fois par an, en juin et en décembre. Par contre, ça, le législateur l'a bien précisé. Donc, voilà. Et tous jouent le jeu avec des modalités différentes, parfois différentes, mais tout est bien reversé. Ensuite, quand on a une plateforme de gestion comme Tiers d'Or et Montagne, il y a une indexation qui se fait, en fait, ils nous envoient un registre et ensuite c'est réparti au niveau des statistiques sur chaque hébergeur. Là. Et, donc voilà. Et en fait, sur le listing, chaque hébergeur apparaît avec ce qu'ils ont perçu au titre de... alors, c'est souvent un registre par commune et ensuite par commune, on a les adresses et du coup, on sait... voilà, c'est comme ça qu'on sait qui a séjourné où et voilà, et qu'est-ce qui a été perçu. Voilà. Je mets un petit bémol sur ce point-là pour Amber Livre de Forest parce que ça va dépendre de l'opérateur, mais
Nous, en général, effectivement, on a un listing, donc on n'a pas de système d'indexation. Donc, nous, c'est très difficile de retracer, en fait, notamment Airbnb, Abritel, Booking, là. On a une somme globale, mais par contre, on a beaucoup de difficultés pour les réaffecter à des hébergements. Il n'y a que Gîtes-de-France, en fait, qui fournit un listing détaillé. Les autres ne souhaitent pas avoir un listing qui est nominatif, donc on n'a pas pour des histoires de RGPD, et du coup, on n'a pas le nom de l'hébergeur. On a la On n'a pas commune, le nom de l'hébergeur, mais on a l'adresse en fait. on a l'adresse, mais c'est vrai que nous, il peut y avoir pas mal d'adresses avec le nom du bourg ou juste le bourg ou le nom du village. Et c'est parfois difficile de le remettre dans notre listing de manière assez sûre. Donc c'est vrai que nous, on demande toujours à l'hébergeur de faire sa déclaration et de dire finalement avec quel opérateur il travaille, quoi, parce que sinon, on ne peut pas certifier qu'il y a une récolte par l'opérateur. Du coup, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de notre présentation. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est le moment. Et puis après, sinon, je n'ai pas demandé à Sandrine. Sandrine, est-ce que vous m'autorisez à mettre ce document sur l'espace pro? Oui, si vous voulez. Ouais, ok. Je vais peut-être à la rigueur remodifier les couleurs éventuellement, mais je le mettrai parce que du coup, il est quand même assez complet et il va pour les 4 com-com. Et puis après, vous verrez que on verra s'il y a des questions, je pense et j'espère. Et si jamais il n'y en a pas, on balayera peut-être rapidement celles qui sont indiquées dans la foire aux questions, parce que c'est celles qui reviennent quand même le plus souvent. Mais du coup, je cache pour l'instant la FAQ et voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Oui, bonjour. Moi, j'ai beaucoup de questions. C'est la raison pour laquelle je suis là, d'ailleurs. Oui. Allez-y, Voilà. Alain. Je voulais m'en vrac. Peut-être une par une, dirons. Oui, je voulais d'abord faire une observation sur le montant de la taxe de séjour qui a augmenté. Bon, on n'est pas venu sur les détails du pourquoi de cette augmentation. Bon, ce que vous avez dit, c'est un peu court. C'est plus compliqué que ça, en fait, hein. Mais je voulais parler du montant, parce qu'on a un montant pour. Je prends un exemple, par exemple, pour mes gîtes. Moi, j'ai des gîtes à Thiers, hein, donc je suis sur Thiers-et-Montagne. Et j'ai des gîtes qui sont classés 3 étoiles, donc à 1,30 € par personne adulte. Si j'ai un groupe de 5 personnes en ce moment, puisqu'on est en basse saison, c'est les tarifs les plus bas, j'ai un gîte de 5 qui est loué, par exemple, 450 €, ils vont payer 45,50 €. Donc, ce n'est pas rien, c'est quand même 10%. C'est une taxe de 10% sur le séjour, hein. Voilà. Si mon hébergement n'était pas classé, il serait soumis à la taxe de 3%, hein, c'est bien ça, et donc il se trouverait à payer 13,50 €. Vous voyez l'écart entre l'effet du classement par rapport à un gîte non classé. Donc, on a 13,50 € d'un côté, 45 € de l'autre. Et la remarque que je fais, alors c'est peut-être pas le lieu pour la faire, mais je l'ai déjà faite ailleurs, c'est que ça va un petit peu à l'encontre, d'une part, des efforts que font les hébergeurs qui classent leur logement dans un souci d'offrir quelque chose de qualité et qui soit confirmé, qui soit agréé, qui soit classé. Voilà. Donc, c'est une certitude pour le client de prendre, s'il choisit un hébergement classé, d'avoir le service qui correspond. S'il n'est pas classé, il ne sait pas trop où il va. Et ça ne va pas non plus dans le sens des efforts de la Maison du Tourisme qui essaye de faire monter la qualification des logements sur le territoire. Voilà. Bon, ça, c'était une première remarque. Alors, je vais en venir aux questions. Ok. Je vais en venir aux questions. Après, juste pour compléter, l'harmonisation des tarifs à l'échelle des 4 com-com a quand même été orchestrée en partie par la Maison du Tourisme. Donc, ça va, on est bien dans le même esprit au niveau. Je crois que c'est l'entente, hein. Ce n'est pas la Maison du Tourisme qui a pris la décision en finale, hein.
Bien. Alors, j'ai une première question. Alors, celle-là, elle est très triviale. Elle m'a été posée par quelqu'un qui habite sur Thiers et qui est venu dans un de mes gîtes parce que son logement avait été incendié ou inondé, je ne me souviens pas. Voilà. Et il me dit, moi, je ne dois pas payer les taxes de séjour parce que j'habite sur la commune. Qu'en est-il vraiment de ça? Alors, vous me dites que son hébergement, c'était un logement d'urgence dans ce cas-là? Ouais, logement d'urgence, oui et non. Enfin, c'est pas passé par les services sociaux, c'est passé par son assurance qui lui a trouvé un hébergement. Alors, euh, normal, ce logement-là, du coup, à partir du moment en fait où le logement devient le logement principal, en fait, c'est surtout là-dessus que se joue la question de la taxe de séjour. Parce que là, du coup, il était sur une location longue durée, j'imagine? Non, il est resté une dizaine de jours. Comment? Une dizaine de jours. Ah, une dizaine de jours? En fait, il y a plusieurs choses cumulatives. En fait, il faut savoir si c'est le logement, si ça devient le logement principal. Et, euh, et donc là, on pourrait considérer que oui, j'imagine. Et puis après, il peut y avoir la durée aussi. Si on est sur une durée longue, par exemple, effectivement, dans le cas de quelqu'un qui se trouve en difficulté sur son hébergement principal, voilà, la taxe de séjour ne s'applique pas. Mais après, pour des cas très précis comme ça, c'est vrai qu'on y est confronté très rarement. Je pourrais faire une petite recherche sans souci. Oui, oui, parce que j'ai eu un autre cas, par exemple, des élèves qui se sont fait exclure du lycée pour consommation de bière excessive et qui ont cherché un gîte pendant une semaine pour se dépanner. Ah bah là, taxe de séjour. Voilà. Bon, en fait, le fait que l'habitant soit sur la commune n'est pas expressément listé dans les exclusions. Non, après, c'est Je, plutôt le fait que ça soit, enfin, moi je le vois plutôt comme ça, le fait que ce soit un relogement temporaire, hmm, plutôt. ouais, Après, je me trompe peut-être, hein, du coup, mais enfin, Bon, moi, c'est ce que je... dans le doute, moi, je la compte. Hein, voilà, et si j'ai pas je, eu de je vous problème en ferai ça, une mais bon. recherche. Là, j'ai eu un cas dernièrement pour quelqu'un, c'était une entreprise qui venait faire des travaux sur le territoire et l'entreprise louait pendant 4 mois. Et donc, normalement, en théorie, au-delà de 90 jours, parce que normalement, ça devrait rentrer dans un autre type de contrat. On n'est plus dans le cas d'un contrat, enfin d'une location touristique au-delà de 90 jours. Et pour autant, là, la taxe de séjour était malgré tout maintenue parce que le législateur ne prévoyait pas ce cas de figure. Enfin bon, voilà. Mais voilà, après, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment se pencher parce que la question, enfin, la réponse est pas Si trivial, nécessairement quoi. toujours celle Ouais. qu'on pourrait penser. Donc, il faut faire une petite recherche. Mais pas de souci, je pourrais faire une petite recherche pour vous dire. Voilà, ben, je vais pas poser toutes les questions, mais je vais poser celle qui me tient le plus à cœur. Euh, vous avez développé la perception de la taxe de séjour via les plateformes numériques et je crois que c'est Sylvain qui a parlé de ça tout à l'heure. Donc, effectivement, vous avez communication par les plateformes de ce qui est perçu. Bon, vous ne pouvez pas le contrôler en détail, mais en tout cas, j'imagine que vous avez la somme par plateforme et que vous connaissez aussi le nombre de séjours et le nombre d'hébergements. Donc, si on pouvait, je parle au nom de la Maison du Tourisme, hein, avoir communication de tous ces éléments, ça nous aiderait beaucoup pour savoir comment sont les évolutions de réservation sur le territoire. Alors, les évolutions aussi bien sur le plan quantitatif, parce que là, avec la taxe de séjour, on est sur des chiffres qui, normalement, doivent être indiscutables puisqu'ils sont obligatoires à déclarer. Donc, en tout cas, s'il y a des erreurs,
elles doivent être à peu près les mêmes et se balancer pour que les tendances soient toujours intéressantes à regarder. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir communication communauté de communes par communauté de communes, la perception par ces plateformes avec le nombre le nombre de logements concernés, le nombre de séjours, et de la même façon, en parallèle, avoir communication des perceptions directes qui sont faites. Tout ça, ça va nous amener à affiner notre politique et l'aide qu'on peut apporter aux prestataires pour mieux aiguiller effectivement leur politique de mise sur le marché. Voilà. Et mesurer les évolutions territoire par territoire aussi. Mais ce travail a été mené, hein, enfin Mégane, tu me contrediras, mais ce travail a été mené en fait par Benoît. Il nous a demandé là dernièrement justement quels étaient nos montants de taxes de séjour et le nombre de nuitées par territoire et par année. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on observe par rapport aux Est-ce qu'on vous les avez communiqués, ces chiffres? Comment? Oui, oui, Vous on les les a avez, communiqués, vous bien les avez, sûr. Oui, 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 donc oui. ils sont à notre disposition. Oui, 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 ils sont auprès de Benoît. Oui, oui. OK. Et ce qu'on constate par rapport aux opérateurs numériques, c'est que depuis 2019, depuis qu'ils sont tenus de collecter la taxe de séjour, et je pense aussi, grâce au Covid, on observe un boom, vraiment une augmentation phénoménale des réservations par le biais des opérateurs numériques. Alors, ils n'ont pas tous le même niveau de développement des uns par rapport aux autres, mais, euh, mais, euh, euh, mais vraiment, ça a été multiplié par 3 ou 4 facilement, si c'est pas 5 même, le nombre de locations par le biais des opérateurs numériques. C'est hyper intéressant parce que justement, on voit aussi que depuis quelques mois, on revient à du direct aussi, la réservation en direct via enfin, le prestataire directement sans passer par une plateforme, etc. Donc, je pense que justement, c'est des éléments qui sont hyper intéressants pour voir justement les évolutions et peut-être savoir aussi quelle plateforme fonctionne le mieux ou quelle plateforme a augmenté le plus rapidement, etc. etc. Bah, si vous voulez, enfin, la plateforme la plus connue, enfin, celle qui fonctionne le plus, c'est Airbnb, quoi. Voilà. Bon, chez nous, le plus gros montant, c'est Gîtes de France, hein, toujours. Je pense que il y a beaucoup d'hébergements qui sont référencés comme ça. Mais Mm. celle qui a la plus enfin, la plus grosse dynamique, effectivement, c'est Airbnb. Ça, c'est sans conteste. Un peu au détriment des autres, d'ailleurs. Euh, je voulais juste aussi mettre un petit bémol par rapport aux chiffres. Effectivement, on a des chiffres normalement qui sont assez fiables, hein, puisque c'est ce que déclarent les hébergeurs. Par contre, quand on demande le nombre de nuitées, je pense il peut y avoir quelques erreurs, quelques incompréhensions. Je pense que des fois, notamment, il y en a qui mettent le nombre de nuitées, mais seulement des assujettis. Et il y en a qui vont mettre le nombre de nuitées total des personnes qui sont dans l'hébergement, quoi. Donc, c'est vrai on a constaté, justement avec Benoît, là, qu'il y avait, notamment en 2021, là, il y avait à la fois moins de taxes de séjour qu'en 2019 de mémoire, mais il y avait plus de nuitées sur le territoire. Et enfin, Ah oui. voilà, c'est un problème là. Donc, voilà, à mon avis, c'est le nombre de nuitées, en fait, quand on demande le nombre de nuitées aux hébergeurs, peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus précis en mettant le nombre de nuitées. Ça reste une taxe déclarative, hein, donc du coup, Ouais. Il peut y avoir un peu une marge d'erreur, des fois d'incompréhension sur ce qu'on demande. Mais normalement, le montant, en tout cas, est bon. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions? Ouais, j'en ai encore une, moi, pratique, celle-là. Vous avez parlé de l'obligation de tenir un registre. Est-ce que, dans le cas de tiers, par exemple, la déclaration sur la plateforme, elle vous registre parce qu'on a oui, bien tous ces éléments dessus? Oui, on est d'accord? oui, oui, oui. OK. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que du coup, est-ce qu'on regarde rapidement un peu les questions indiquées dans la FAQ, peut-être? Ouais. Du coup, la différence entre une déclaration, un classement et une labellisation. La déclaration, du coup, se fait en mairie. C'est un acte obligatoire. Normalement, toutes les chambres d'hôtes meublées, etc., sont tenues de se déclarer en tant que meublé touristique ou chambre d'hôte. Il y a d'ailleurs, nous, on a déjà eu le cas, une personne qui hébergeait une collégienne, je crois, qui a été obligée de se déclarer en tant que chambre d'hôte, voilà, en tant que chambre d'hôte parce qu'il recevait quelqu'un d'extérieur chez lui. Le classement, du coup, c'est... Peut-être juste un petit mot, Oui, excuse-moi Mégane, je te allez. coupe là, juste un petit mot sur les déclarations. C'est vrai que on observe quand même un certain nombre d'hébergements enfin, beaucoup de gens se lancent dans la location sans forcément en maîtriser tous les aspects administratifs et parfois ce temps-là est oublié. Et donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'auparavant, c'est vrai que, enfin, quand je dis auparavant, c'était avant que les opérateurs numériques soient dans l'obligation de collecter la taxe de séjour. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient, du coup, héberger louer un meublé sans que ça soit déclaré en mairie, du coup, n'appliquez pas la taxe de séjour. Voilà. Le fait que dorénavant, les opérateurs sont tenus de collecter la taxe de séjour, pour les territoires, on s'est aperçu que, ben voilà, il y avait quand même ça a permis de collecter. Donc, ces gens-là, même s'ils ne sont pas déclarés en mairie, collecte quand même la taxe de séjour. Cette taxe de séjour est reversée. Ça, il faut être clair par rapport à ça. Et puis après, charge à chaque communauté de communes d'engager des démarches pour prendre contact avec ces gens-là et leur demander de régulariser leur situation. Voilà. Oui, en effet, très bonne remarque. Parce que je pense, oui, que les premières années, Airbnb, beaucoup se sont mis sur la plateforme sans en effet être déclarés au préalable. Le classement, du coup, c'est attribué par Atout France et c'est ce qu'on appelle du coup les étoiles. Il y a des établissements qui sont agréés pour décerner ces étoiles. Dans le Puy-de-Dôme, si je ne dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé, Gîtes de France est habilité à classer en étoiles et du coup en épi, bien sûr, si Oui. vous le souhaitez en Et labellisation. indépendamment de leur label. Oui, complètement. Oui, on peut en effet demander que l'étoile. La plupart du temps, les prestataires font souvent les deux en même temps, on va dire, mais c'est vrai qu'en effet, Gîtes de France est habilité à ne faire que de l'étoile si la demande est telle. Et normalement, il y a Thermes Auvergne qui est sur Clermont Oui. également. Thermes Auvergne et Clé Vacances. Et Clé Vacances, ok. Alors, je ne savais pas pour Clé Vacances, du coup. Donc, ok. Je note parce que ça peut être intéressant aussi. Et du coup, la labellisation, là, on va dire que c'est... Alors, le classement, il est valable 5 ans. Oui. Voilà. Et il est intéressant pour les hébergeurs. Alors, en fonction des statuts, il faut vraiment contacter ensuite les services fiscaux, mais parce qu'il permet d'obtenir une défiscalisation plus importante qu'un hébergement non classé. Donc, il faut quand même se pencher sur cette question-là du classement pour les hébergeurs. Ça peut être intéressant pour eux.
Ouais, déjà, en effet, au niveau fiscal. Et puis après, c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir même 2 étoiles, c'est pas énorme, on va dire. Mais après, ça, encore une fois, ça certifie quand même d'une certaine qualité de prestation aussi. Et Ça après, il y a la, rassure le client. exactement. Et après, il y a la labellisation qui vient dans un second temps, on va dire, où là, ça va être pour mettre en avant un élément particulier, je pense à Clé Vacances, par exemple, ou Accueil Paysan, qui sont plus sur des choses tournées un peu autour du, on va dire, développement durable ou tourisme vert, etc. Ou Gîtes de France, qui est clairement le classement de référence, sachant que Gîtes de France fait aussi bien les meublés que les chambres d'hôtes, Là, comme on les est autres là d'ailleurs. dans une volonté de donner une identité, en fait, au meublé touristique, Ouais, aux par exemple, produits, on ou va à la dire. chambre d'hôte, oui. Ouais. Donc, c'est quelque chose de supplémentaire. Et après, je crois que les labels, après, varient au niveau de la périodicité, enfin de la validité. Il y en a certains, ça doit être 3 ans, d'autres 5. C'est quelque chose de payant, donc c'est quelque chose qui engage quand même. La plupart ont des grilles d'auto-évaluation aussi, où du coup, ça peut vous permettre de faire un premier jet, entre guillemets, de savoir sur quel par exemple, les épis avec Gîtes de France, sur lequel vous pouvez vous situer et voir ce qui peut faire pencher la balance sur peut-être le classement supérieur. Et il propose un certain nombre de services, comme par exemple la réservation, voilà, avec des opérateurs qui maîtrisent plusieurs langues. Donc voilà. Mais ça permet aussi d'avoir le label, c'est aussi un engagement, ça, pour l'hébergeur, et c'est un moyen de rassurer les clients, voilà, qui font confiance à ce réseau-là. Voilà, faire partie d'un réseau, c'est toujours positif, quel qu'il soit. Au moins pour la coopération aussi, on va dire, entre, parce que c'est assez souvent qu'ils peuvent proposer des, c'est assez souvent qu'ils peuvent proposer aussi des formations, des journées d'échange, etc. Et du coup, c'est toujours très intéressant pour les prestataires de partager, d'échanger, d'avoir des témoignages, etc. Et voilà. Et du coup, je fais une micro-parenthèse. La Maison du Tourisme, du coup, depuis l'an dernier, a initié un partenariat avec Gîtes de France en particulier pour proposer justement on a déjà fait en septembre l'an dernier et ça se reproduira cette année aussi, des demi-journées de découverte justement spéciales Gîtes de France pour inciter les prestataires à justement valoriser, on va dire, leurs produits via des labels qui sont quand même assez connus et reconnus surtout. On va peut-être pas faire forcément tous les points. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que du coup, ça vous semble relativement clair ou clair d'ailleurs? De toute façon, après, le document, je le mettrai en PDF dans l'espace pro avec le lien du replay du coup. Oui, j'ai eu un gros doute sur savoir si j'avais lancé l'enregistrement, mais c'est bon. C'est bon. Voilà. Du coup, est-ce que tout est bon? Eh bien, du coup, on va pouvoir se quitter. Je vous remercie très, très chaleureusement Sandrine, Sylvain et Lydie, du coup, pour leur participation. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine Web TV qui se passera au mois d'avril, le 3, je crois, de mémoire. Et alors, j'ai un petit doute sur la thématique, j'espère le faire sur Partir ici et l'ouverture sur les hébergeurs. Donc, qui du coup pourrait en effet de nouveau intéresser. C'est très hébergeur cette année, hein, c'est pas forcément volontaire, mais c'est très, très tourné sur les hébergements. Parce que voilà, Partir ici, c'est un site qui a été initié par la région pour promouvoir le tourisme de proximité. En fait, au départ, c'était des activités, sites de visite, pépites, on va dire, pour les habitants au début de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que ça a été un petit peu fait après les quelques confinements, etc. Et donc, l'idée, c'était de faire
ou découvrir les richesses du territoire en faisant des excursions à 1 ou 2 heures, on va dire. Et là, du coup, comme le site, pardon, pas la plateforme, le site fonctionne bien, ils essaient de développer ça sur des séjours, donc en intégrant les hébergements, pareil, toujours dans cette manne, on va dire, soit autour, autour des valeurs du tourisme durable, donc ça va passer du coup par un peu les valeurs parcs et les Natitude, par exemple, qui sont ou que les vacances, ou que les vertes, etc., qui sont des labels justement ou réseaux qui vont promouvoir un petit peu tout ça. Donc j'espère parce que ça, c'est un projet, mais et on n'a pas encore de date de réunion, on va dire, d'information pour pouvoir vous redescendre après, justement, dans la web TV, tout ça. Donc, si c'est bon et que ça se passe au mois de mars, on pourra la faire en avril. Sinon, on trouvera un autre sujet où on restera peut-être sur Partir ici, mais refaire un point sur les activités, etc. et en projet, les hébergements. Voilà. Je vous remercie aussi beaucoup à tous ceux qui ont participé, bien sûr, parce que pour une fois, je n'avais pas que Christine Miller. J'avais ma fidèle auditrice, mais pas que, donc c'est très intéressant aussi d'avoir plusieurs personnes. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à Bonne tous. journée, au revoir. Au revoir.